là où il y a marqué A Pirate Life for me, une vie de pirate. Pour moi, ce que j'aime bien dans l'idée de vie de pirate, c'est que c'est toi qui mènes ta barque. En fait, je préfère me planter tout seul, prendre mes décisions avant. J'ai besoin, je suis incapable de faire un boulot qui ne me passionne pas. Par contre, comme je suis passionné, mon truc, je prends et je mords le sujet et je lâche pas jusqu'à que ça marche. Pas deux fois la même. Pas deux fois la même. T'as le droit de faire plein d'erreurs, mais pas deux fois la même. Ici, C'est ça. deux fois la même dans les équipes. C'est que t'as pas appris. C'est que t'as pas appris. C'est le mindset, c'est que tu lâches pas l'affaire, c'est que tu fais pas ton précieux, c'est que tu mets tes mains dans la boue. Salut les réseaux, bienvenue dans le 3e épisode de Planet of Boss. On est dans des super locaux de WeWork, Haussmann, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, on reçoit un meneur d'hommes, un serial entrepreneur, fasciné par le lancement de projets, vous allez voir, un fédérateur autour des causes justes. Nous allons forcément parler de Web 3.0, ouais, de blockchain, de crypto-monnaie, de NFT. Il va falloir nous expliquer tout ça. Salut Jonathan Béard. Aujourd'hui, c'est ton Planet of Boss. Yes, merci de m'accueillir. Bon, on se connaît depuis pas mal de temps, on a pas mal d'amis en commun, ouais. Mais au final, on n'a jamais pris le temps vraiment de parler business, etc. Donc je pense que c'est un super moyen de le faire. Alors, on va commencer par une petite présentation de toi. Vas-y. Ok, c'est le seul moment où tu vas pouvoir pitcher. D'accord. Donc vas-y, explique-nous. Donc il y a pas mal de bruit autour, hein. On est désolé, mais c'est juste qu'il y a du monde. C'est bien, c'est qu'il y a de la vie. Mais c'est sympathique. Oui, ouais. Pitcher rapidement le projet. On est sur un projet de métaverse dédié au racing, donc vraiment à la course virtuelle. Et l'idée, c'est vraiment de créer tout un univers qui soit dédié à ça et qui connecte l'ensemble des acteurs avec sa propre économie. C'est un secteur qui est naissant, ouais, qui a connu un vrai essor en 2020 pendant le confinement et qui est en train d'exploser. Et évidemment, il n'y a pas de métaverse dédié à ça. Et il n'y a pas d'économie crypto et toute l'idée de NFT, de possession digitale, qui existe dans cet univers-là. Donc on est en train vraiment de créer cet univers. On est en train de donc vraiment... autour de la course, ouais, automobile. La course, du racing. Alors racing pour l'instant automobile, mais peut-être demain d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la course automobile. Okay. Et donc c'est quoi? C'est dans le métaverse, il va y avoir des... Notre métaverse, tu vas créer ton métaverse. Exactement. Okay, super. Et donc on va créer notre propre ligue décentralisée, dédiée au racing. Pour ceux qui ne connaissent pas, le métaverse, en gros, c'est des mondes virtuels parallèles dans lesquels on peut avoir une identité. Exactement. Et dans lesquels on peut créer du business, acheter voilà, du mobilier, de l'immobilier. Tu as de l'immobilier, tu as l'idée de possession d'outils digitaux ou de choses digitales avec les NFT, et puis de l'échange de valeurs entre participants grâce aux crypto-monnaies. Ouais. Quelques mots sur ton parcours? Diplômé d'ingénierie en 2005. École d'ingénieur. Ouais, école d'ingé. J'ai commencé en 2002 quand même en tant qu'entrepreneur à aller vendre des projets dans les premiers sites internet à des commerces, etc. J'ai monté une première web agency, ensuite une société de conseil. On a monté pas mal de conférences sur la blockchain avec des formations en 2017. Ça, on a pu suivre ça sur Insta à fond. En 2020, je cède ma boîte de conseil à un groupe qui s'appelle Kerus. C'est en février 2021. Je sors complètement de l'aventure pour lancer ce projet Metaverse. D'accord. Donc, tu as commencé tout de suite par la création d'entreprise. Ouais. Alors, je vais te dire, ça s'est passé lors d'un stage que j'ai fait chez Publicis. Et puis, je me suis dit que finalement, on m'a donné tellement de tâches pourraves et sans valeur ajoutée que j'ai dit, attends, moi, je m'endette de 6 000 balles par an pour payer mon école d'ingénieur. C'est pas pour faire ça, en fait, les gars, donnez-moi du vrai boulot. Et quand j'ai vu que je pouvais pas choisir ce que j'allais faire et ce que je voulais faire et que j'étais tributaire de quelqu'un, j'ai dit, bah, ok. Et donc, j'ai claqué la porte de mon stage. J'ai appelé le directeur de l'école, Alec Mouriès, en me disant, écoute, Alec, je claque la porte de mon stage. Il me dit, mais t'es obligé d'avoir un rapport de stage. Je dis, mais t'inquiète pas, je vais le trouver. Je me suis baladé, quand je sais pas quoi faire, je me balade dans la rue. Donc, je me suis baladé en me disant, je vais trouver une solution. Je passe devant une web agency, je dis salut, avec mon pote Cyril, donc Cyril Alouche, avec une boîte qui s'appelle Bullet. À l'époque, c'était pas mon pote. J'ai dit, moi, tu cherches pas des gens pour réaliser des sites, des prestataires? Il me dit, si. J'ai dit, bah, ok, donne-moi du boulot. Il m'a filé du boulot. Et du coup, j'ai été voir des mecs de l'école qui étaient en dernière année. Et j'ai commencé à faire l'intermédiaire, donc à prendre des besoins chez quelqu'un, puis à les faire par d'autres personnes. Et j'ai commencé comme ça. C'est comme ça que tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus dès que tu es sorti d'école pour dire, c'est bon
mais regarde, tu vois, c'est écrit là sur la bague. Alors, il y a un gros rail au milieu, mais il y a aussi une petite phrase là où il y a marqué A Pirate Life for me, une vie de pirate. Pour moi, ce que j'aime bien dans l'idée de vie de pirate, c'est que c'est toi qui mènes ta barque. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit tu vas faire ça, puis demain tu fais ça, et puis après-demain tu fais ça. En fait, je préfère me planter tout seul, prendre mes décisions, avancer, me planter tout seul. Ouais. Je vais faire des erreurs, je vais essayer d'apprendre des erreurs des autres. Ça, j'ai découvert ça comme il n'y a pas si longtemps, tu vois, il y a 10 piges, je me suis dit, tiens, si je arrêtais un peu si on allait un peu dans l'expérience des autres, etc. Ah ouais, et puis finalement, au bout d'un moment, tu mènes ta barque et tu prends tes décisions, puis tu décides de là où tu veux aller. Mais ça, c'était avant, depuis petit, tout jeune, tu avais déjà cet état d'esprit? Ou quand tu l'as développé? Écoute, c'est une bonne question. Ça m'est arrivé, je vais te dire, quand est-ce que j'ai pris cette décision, c'est quand on m'a dit, ta mission pour les 2 prochains jours, c'est de déplacer les livres du 1er au 2e étage. Donc c'est vraiment le stage à la con. Ah ouais, c'est stage à la con. Et j'ai dit, bon, écoute, j'ai fait une journée, et puis après, je dis, les gars, attendez, moi je fais une école d'ingé, je veux bien donner un coup de main, mais venez, on le fait tous ensemble. Je vais pas faire ça pendant 3 jours ou 4 jours. Non, mais après, on va te donner des trucs, t'inquiète pas. Ça a duré 2 jours, au bout du 2e jour, messieurs, salut. Et donc, du coup, voilà, c'est là où je me suis dit. Donc, c'est ton stage chez Publicis qui t'a révélé. Ouais, avant, tu voulais pas forcément créer ta société. Non, et puis j'ai trouvé un job. Et je crois que moi, je crois qu'à la fin de mes études, j'ai même postulé chez CGI, grosse ESN. Ouais. Et en fait, il y avait des tests. Et on m'a dit, non, monsieur, vous ne passez pas les tests. Laissez tomber. Alors, qu'est-ce qui te booste le plus dans le fait de créer sans cesse des nouveaux projets, des nouveaux business? Parce que, on l'a vu, tu nous as expliqué, c'est pas la première boîte. Ouais. Et puis, tu nous as pas parlé de tout ce que tu fais aussi côté associatif, où tu lances quand même des projets. Ouais. Qu'est-ce qui te booste là-dedans? Écoute, c'est vraiment d'avoir des projets qui m'animent. C'est un truc, comment te dire, l'argent n'est qu'une résultante d'un business. C'est pas l'argent, c'est plus l'envie d'innover, l'envie, alors pour les causes associatives, quand il y a des choses qui me paraissent pas justes, je peux pas moi rester là dans mon coin en me disant tiens, écoute, c'est pas grave, tu vois, il s'est passé ça, c'est pas grave, on détourne le regard. Je me dis non, attends, si on prend les choses en main, on peut faire bouger les choses. On peut faire en sorte de créer un nouveau mouvement et puis finalement de pas être un peu victime de ce qui se passe. Tu vois, on prend les choses en main. Ça, c'est pour le côté associatif. Pour le côté entrepreneur, c'est vraiment le côté créer, le côté innover, le côté aller. Tu sais, je me souviens d'une pub de Free où le type arrive et puis il tend une mallette et il achète un terrain puis il n'y a que du sable. Et le mec dit mais qu'est-ce que vous allez faire de ce terrain? Et le mec le tend la mallette, il dit mais t'inquiète, et t'as la caméra qui dézoome et t'as marqué Las Vegas. Et en fait il y a tout à faire, c'est ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Tu vois, on était sur le business des marketplaces dès 2008. Ouais. Alors, des mecs sont arrivés qui étaient vachement plus forts que nous, du moins pour lever du fric, etc. Niveau tech, on était pas mal. Qui sont Nissenbaum et Coro, qui ont créé Miracle, des licornes françaises, qui sont arrivés bien après nous, qui ont été vachement bons. Mais tu vois, on a senti le truc venir. Le truc de la blockchain, pareil, depuis 2017, on a senti le truc venir. Et on a fait des conférences, on a vendu des formations, donc on a fait du business là-dessus, mais c'était surtout par passion. Mais les gars, ce truc-là, la blockchain, il y a un truc énorme à faire, mais allez-y, mais foncez. Et donc on prenait les mecs, on participait à des projets, on accompagnait vachement de gens. Donc t'es un passionné. Ah non, mais j'ai besoin, je suis incapable de faire un boulot qui me passionne pas. Par contre, comme je suis passionné, mon truc, je prends et je mords le sujet et je lâche pas que ça marche jusqu'à en faire un truc costaud. Et là, voilà, c'est l'histoire d'Iconix. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce que tu préfères entre ces 3 étapes de la vie d'une entreprise? Donc, créer from scratch, ok, la rendre rentable, et la développer pour la faire grossir et la revendre. Les 2 premières, créer from scratch et la rendre rentable. Parce que pour moi, créer un truc from scratch, mais si c'est pas rentable ou s'il n'y a pas une réalité économique derrière, c'est que ton projet n'est pas validé. Donc créer from scratch et avoir la validation financière derrière. Après, faire grossir une boîte, bon, on a poussé notre boîte à 40 personnes pour la société de conseil. C'est pas une boîte à 300 personnes. Et ça reste quand même. Il faut déjà gérer. Voilà, 40 personnes. Ah oui, il faut déjà gérer. Mais ce qui me plaît effectivement, c'est sortir le projet de terre et faire en sorte qu'il dégage de l'argent. Est-ce que tu te lances dans des business uniquement dans lesquels tu sais que tu as les compétences, ou est-ce que tu es capable de t'embarquer dans des business par passion, voilà, par folie? Alors les business dans lesquels je me suis engagé, j'ai envie de te dire, il y a un peu des deux. Regarde la blockchain. Je m'intéresse au sujet. Mais pour te raconter la genèse de Blockchain Masterclass, le premier truc, c'est un message qu'on balance un WhatsApp
à des copains en disant tiens, venez, on va vous parler des blockchains, des crypto-monnaies, du bitcoin, c'est un truc qui est cool. On était en 2017, le bitcoin était à 3000 euros. Et on se retrouve à 40 au bureau. C'est cool. Donc, on connaît la tech, on ne sait pas forcément parler à un public. Le truc se développe et je me dis, bah tiens, on va faire plus gros. Je lance un événement et là, 48 heures, l'événement, tu as 500 personnes inscrites. Je dis, purée, mais comment on va s'en sortir? Mais c'est pas le même game, ça rentre pas dans le bureau. Je sais pas quoi faire. Je fais ce que je fais de mieux quand je sais pas quoi faire. Je vais marcher dans la rue. Ah oui. Je me balade dans Boulogne. Je me dis, comment on va trouver une solution? Je vais voir les hôtels, les machins, ils me répondent pas pour louer des salles. Et là, je trouve un théâtre. Je dis, tiens, votre théâtre est libre quand? Lundi prochain. Je dis, lundi, on n'a pas de représentation. Je peux vous louer votre théâtre pour les lundis suivants. Ouais, donc on est mardi matin. Ok, elle me loue son théâtre pour les 2 semaines d'après. On crée des confs. Et là, j'appelle un journaliste que j'avais rencontré dans l'organisation d'une manif pour ça, à Limi. Donc, j'organise. J'ai rencontré ce journaliste qui m'avait interviewé. Il m'a dit, écoute, il faut que tu te fasses coacher pour parler en public. J'ai dit, écoute, Olivier, est-ce que tu peux venir et m'accompagner là-dessus? Le mec vient au bureau. Il nous flingue. Mais quoi, devant toutes nos équipes, parce que c'est un open space. Non, ça c'est nul, tu bouges trop, machin, tes mots. Ouais. On se fait exploser. Bon, on s'en fout, on n'a pas d'ego. Le but c'est d'être bon. Exactement, exactement. C'est de faire, tu vois, c'est de leur donner, tu vois, qu'ils aient ce pourquoi ils sont venus. Donc là, on fait les 2 trucs au théâtre. D'ailleurs, petite anecdote, donc on se retrouve 2 fois salle pleine, 200 personnes. Et là, je dis, bon, on va jouer encore plus gros. Et on va voir l'un des responsables du théâtre du gymnase, donc c'est 800 personnes. Ta salle est libre, on est début novembre, on me dit ouais, c'est libre le 17 décembre. Je dis bah génial, et ben on la prend. Entre temps, j'avais eu des personnes de la BPI qui m'ont dit on vous accompagne, qui étaient venus voir ce qu'on avait fait au théâtre, on vous accompagne, c'est génial. Je leur dis bah c'est bon, j'ai une salle, quand le 17 décembre? On me dit mais non, on ne s'accompagne pas, c'est dans 4 semaines, un événement comme ça ne se fait pas en 4 semaines, il faut 3-4 mois. Je dis d'accord, moi j'ai déjà annoncé mon événement, et là tu as le choix, soit effectivement tu dis non les gars, vous savez quoi, on va prendre notre temps, on va le faire dans 6 mois, soit tu dis ben non, on va le faire. Alors je me retrouve à devoir chasser des intervenants à l'international, je me à faire des pubs pour remplir ta salle, parce que 800 places, il faut les remplir, à parler devant 800 personnes, c'est pas la même chose que 200, ce qui était déjà pas la même chose que 40, à interviewer des gens, et donc du coup, eh ben... tu sais, il y a... En 4 semaines. Ouais, c'est... En 4 semaines. En 4 semaines. J'ai dormi 4 heures par nuit. Ouais. J'ai un jour de repos, je prends un jour off. Et puis, on a appris à faire des interviews. On a pu remuer ciel et terre pour faire venir les intervenants. On a fait la mise en scène. On a loué les décors. On a même fait la billetterie. La veille, j'étais en train d'imprimer les badges pour que les mecs viennent. C'est-à-dire, on a même fait un petit déj, un accueil, etc. Donc, il y a rien de tout fait maison, quoi. Ouais. Et puis ça a cartonné, on a eu des retours de malades. Alors c'est quoi l'expérience que tu sors de ça là? C'est une punchline de Reid Hoffman qui dit que quand tu es entrepreneur, tu te lances dans un projet, c'est un peu comme te lancer dans le vide et puis construire ton avion en plein vol. Vas-y, tu vois, il faut que tu aies une base quand même que tu maîtrises, que tu saches de quoi tu vas parler. J'avais mon contenu, j'avais prévu le cas où si jamais mes intervenants sont nazes, et ben qu'on reprenne le fil et comment on allait le reprendre. Donc on a à chaque fois notre plan de backup, si tu veux. Et puis tu te lances, et puis au bout d'un moment, t'es dos au mur. Donc t'es dos au mur et t'as une deadline, il faut faire. Il faut faire. Donc, moi, la leçon que je vois là-dedans, à chaud comme ça, c'est tout est possible. Mais il n'y a rien. La seule limite que tu as, c'est celle que tu te fixes. C'est celle que tu te fixes. De limite. Donc il n'y a aucune limite. Demain, tu dis, je vais lancer un projet, je veux lever 50 000 euros, tu vas te contenir de 50 000 euros. Tu veux lever 10 millions, c'est peut-être un peu gros pour un seed, mais tu veux lever 2 millions pour ton seed, tu peux le faire. Des copains là, tu vois, qui ont fait un très beau projet qui s'appelle Realty, ils ont levé 4 millions en seed. Bon, il faut du réseau. Il faut du réseau. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la volonté, et surtout quand tu es entrepreneur, et je pense que c'est ce qui manque en France, en tout cas à l'école, c'est certain. Déjà dans les écoles privées, il n'y a pas, donc l'école publique, j'imagine même pas. Ça veut dire qu'on fait pas, le rêve n'existe pas. Ouais. Tu vois, t'as pas de, enfin, les objectifs, c'est des objectifs pourris qu'on te fixe, quoi. C'est ça. Écoute. Je vais dans ton sens. J'ai été suite à ça, donc on a fait en décembre. Et après, tu me dis, écoute, tu devrais aller voir une conf sur le marketing à Miami. Je dis, ok, je vais voir une conf marketing. Le mec, je connais pas, il s'appelle Russell Brunson. Je fais une conf de 4 jours marketing. Le mec, il te met plein de trucs, etc. Et il a toutes les techniques de PNL pour faire de la vente. Mais le mec est un assassin. Et ils disent le dernier jour, attention, il y a un gars qui arrive, il s'appelle Tony Robbins. Je connais pas le mec. Le mec arrive et là, je vois la conf. Et là, je dis, je comprends pourquoi les Ricains font des vrais gros business et que nous, quand toi, tu crois que tu fais un truc balèze, en fait, tu sais, t'es comme une espèce de film d'auteur face à The Avengers, le vrai gros blockbuster US. Moi, on m'a souvent dit, je sais pas ce que t'en penses, et j'ai souvent entendu,
l'entrepreneuriat, les patrons, c'est les mauvais élèves de la société française. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est génial. J'ai l'impression que pour être entrepreneur, il faut savoir... c'est le côté pirate un peu que tu vois là aussi. Tu es vraiment borderline. Tu vois, tu es toujours vraiment en train d'aller chercher des trucs, d'être malin, quoi. Si tu veux jouer suivant... parfaitement suivant les règles, les machins, tu vas te trouver un boulot dans une grosse boîte, on va te donner une mission claire, tu vas bosser, tu vas rendre ton truc dans les temps. J'ai regardé une émission qu'un pote m'a recommandée qui s'appelle Billionaire Undercover. T'as vu ce truc? Ouais. C'est brillantissime. Donc, on redonne l'histoire, t'as un mec qui est milliardaire, donc qui pèse. On lui dit on va te jeter dans une ville avec ton téléphone portable, une bagnole et $100. Tu as 90 jours pour monter un business qui est valorisé $1 million. Vas-y, débrouille-toi. Et le mec, il part de zéro, il dort dans sa caisse, il se nourrit de rien, $100. T'imagines? C'est-à-dire que tu vas t'acheter à bouffer, mais tu vois chaque truc que tu fais. Et les mecs arrivent à monter des business en 90 jours, mais parce qu'ils se castagnent. Et tu vois que tout part en vrille, que le plan initial, mais tout part en vrille. Et je trouve que c'est la meilleure leçon, les gars. Il ne faut pas attendre. Si à un moment, tu lances ton truc, tu dis, ah, mais là, ça ne tourne pas comme prévu, là, il y a un obstacle. Le mec, il m'a dit qu'il levait du fric et il ne mettrait pas. Il y a même la série de WeWork. Je ne sais pas si tu as regardé, We Crashed. Non, j'ai pas vu cette série. On est bien, c'est génial. Il paraît qu'elle est magnifique. Mais le mec arrive et puis veut lancer son premier truc et doit lever son premier coworking dans Manhattan. Et il y a un type qui dit, je te promets $15 millions. Puis à son mariage, donc, c'est mouillé, tu vois, il se lâche un peu, il dit, c'est bon, il y a $15 millions. Et il dit, dis-moi, le mec là qui t'a promis tes $15 millions, ouais, il dit, il t'a fait le coup qu'il allait mettre $15 millions et 18 centimes, parce que 18 centimes c'est pour le chiffre. Il lui dit, ouais, il dit, bah, tu verras pas $1. Il dit, quoi, tu verras pas $1. Donc le type est en plein milieu de son mariage. Panique totale. Neumann, et puis là il est là. Comment, tu vois, et après il a $1 million. C'est les cadeaux mariage US. Donc le mec a $1 million, il prend son $1 million et il les met dans son business. Et c'est le succès qu'on connaît, avec la sortie qu'on connaît. Est-ce que tu as déjà testé l'association? Ouais. Alors quel est ton regard sur l'association? Écoute, c'est un mariage. Donc, il ne faut pas te planter. Faut bien le choisir, c'est un vrai équilibre. Tu dis faut pas te planter, parce que si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe? Nous, à la base, sur notre première boîte, on était 4 associés. 4, c'est beaucoup. Ouais. On était 3 à la base. À la base, c'est 3 de la première boîte qu'on a lancée en 2005. Et le troisième associé qui était plus âgé que nous, on va dire qu'on a rencontré Machiavel. Ah ouais? Ah, très fort. Ah ouais, puis il a voulu nous monter Pierre et moi l'un contre l'autre. Finalement, il restait que Pierre et moi, qui est mon associé avec qui j'ai fait mes études. Voilà, on a poursuivi jusqu'à là. Moi, je suis sorti de l'association, puis lui est toujours chez le groupe qui nous a racheté, Kérus, etc. Et c'est un mec qui a passé quand même 15 ans à être associé. Je dis, quand on me parle, je le connais depuis plus longtemps que ma femme, parce que j'ai fait mes études avec lui. Donc, c'est une association qui a été géniale. C'est un mec qui est avec... Tu sais, il n'y a pas d'ego. On se disait les choses. Puis c'est de la bienveillance. Bon, voilà, après, au bout de 15 ans, on écrit des histoires un peu différentes, on en va chacun dans notre direction. Mais par contre, une chose que je recommande, c'est encouragez toujours votre associé quand il fait des choses bien, donnez-lui toujours de la bonne vibe. Et je pense que c'est capital. Ça, c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite. Dites-vous les choses. Faut que ça fitte. Là où il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je vais te raconter. Décembre, je vais me lancer dans les NFT. Je me dis, il faut que je me lance ça dans un truc. Là, c'est bon, j'en ai marre d'être un vendeur de pelles, je vais être un chercheur d'or. Et donc, il y a un type avec qui on doit s'associer. On discute d'un projet un soir. Le projet est pas mal. On enrichit. Je vais le voir le soir. On discute de son projet. Je dis, écoute, je vais trouver la personne. Je l'appelle à 22h. Je dis, écoute, j'ai la personne qu'il faut. On la voit demain matin. Le lendemain matin, on fait le rendez-vous. Génial, ça marche. Le lendemain soir, donc 24 heures après, call, on commence à parler du projet, etc. Et je dis, ok, un tel fait ça, un tel fait ça. Et toi, tu fais cette partie-là. Tu écris cette partie-là. Il me dit, ouais, non, mais attends. J'ai pas trop le temps d'écrire, est-ce que je peux vous faire une note vocale et vous me l'écrivez? Là, je fais, le mec, il n'a pas compris le game. En fait, quand tu te lances dans un projet NFT ou dans l'entrepreneuriat, tu pars à la guerre. Donc, tout le monde doit aller à la guerre. N'a pas tu vois, je suis pas ta secrétaire, on a tous du taf à côté, on a tous des trucs à faire à côté, on est tous sous l'eau. Donc, non, en fait, tu vas prendre ton truc. Et de ce moment-là, dès que tu as un doute, tu n'as plus de doute. J'ai dit, ok, c'est mort, on fait pas le projet. Du coup, on l'a appelé 2 jours après, 3 jours après, on a dit, écoute, laisse tomber, on fait pas le projet. Moi, je rajouterais aussi les compromis. Et beaucoup de personnes autour de moi qui ont raté leur association, quand tu parles avec eux, quand tu creuses, quand tu grattes un petit peu,
tu vois que c'est des gens qui ont un ego, comme tu disais, surdimensionné, qui veulent pas écouter, qui veulent pas faire de compromis. Comment tu veux t'associer? Non, c'est ça. Comment tu veux t'associer? Faut écouter, faut être capable de s'entendre dire non mais cette idée elle est pas bonne. Et puis après évidemment il faut que ce soit argumenté, d'être challengé et puis finalement tu te sors et que les deux soient force de proposition. C'est-à-dire que tu peux arriver avec un problème mais un problème de solution. Il n'y a pas de problème. Les solutions, il y en a toujours. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, les problèmes, en fait, moi je dis toujours, arrêtez de me raconter vos problèmes. C'est ça. On a tous des problèmes. Parle-moi de des solutions, quoi. Il disait le bon a toujours le mauvais a toujours un problème, le bon a toujours une solution. Ouais, mais c'est, enfin, je veux dire, les problèmes, on en a tous. C'est ce qu'il y a de plus facile à trouver. C'est le problème. J'utiliserai ça. Ok. Alors, tu te considères plus comme un leader ou comme un manager? Un leader. Leader. Un leader. Okay. Moi, j'ai besoin d'emmener les troupes. J'adore donner à mes équipes d'énormes responsabilités, évidemment, qu'ils veulent prendre, des choses qui les animent, mais je leur file le bébé. Tu te débrouilles. C'est ça, tu le prends en charge. Ouais, je leur donne des grandes lignes, puis tu te débrouilles. Je te fais confiance. Tu vois? Allez. Puis du coup, eux prennent de la hauteur parce que du coup, ils vont échanger avec toi. J'ai telle galère, j'ai tel machin, comment je fais? Mais finalement, tu leur as donné la patate chaude. Tu vois, je suis pas dans le micromanagement. Tu leur donnes la patate chaude et puis débrouille-toi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire des trucs phénoménaux. Toi, t'arrives à embarquer les gens. Je pense tu les embarques. Je pense que si tu es passionné, si tu crois dans ce que tu dis, les équipes viennent automatiquement vers toi. Et s'ils y croient pas, c'est que c'est pas les bons en fait. Il faut qu'ils vivent le truc avec toi. Tu peux pas leur demander la même application, de bosser jour et nuit, de se lever, d'y penser jour et nuit. C'est normal. Ça reste, pour eux, ça reste un boulot. Mais il faut qu'ils soient habités par ton message. Il faut qu'ils le vivent et qu'ils le véhiculent. C'est ça. Ça pour moi, c'est capital. Alors, qu'est-ce qui fait des fois que justement ton côté leader, ton côté pirate, ton côté voilà, on y va les gars, on fonce, on en a rien à foutre, on va se faire mal, mais vous allez voir, c'est génial ce qui se passe au bout du chemin. Qu'est-ce qui fait que des fois ça matche pas avec des gens? Je pense que c'est des tempéraments, je pense. Ah, mais quel tempérament fonctionne pas? Avec moi, alors, je vais te dire peut-être ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui ont l'habitude de se pousser dans les tours. Et j'ai remarqué que je marchais super bien avec les gens qui ont fait de la compétition sportive. Okay. Pourtant, moi, je suis pas un compétiteur, mais pas la compétition vis-à-vis des autres, mais parce que d'abord, les mecs, ils se sont tordus eux-mêmes. Donc, ils se sont déjà mis dans les tours, ils se sont déjà fait mal. Et je te dis, ceux que j'aime pas, c'est ceux qui se mettent un peu, avec qui ça ne matche pas, qui se mettent qu'à trouver des problèmes. Et puis, il arrive, tu leur parles d'un truc, et non, mais c'est compliqué, mais je peux pas, mais vas-y, mais. Vas-y, en fait, arrête. Tout ça, c'est. Et j'en ai sorti d'ailleurs. Et t'arrêtes vite, en fait. Là, du dernier projet, maintenant, j'en garde mes zéros comme ça. Le mec qui te sort 15 problèmes, là, j'en ai sorti. Un mec qui était Presta, qui était censé être associé, je lui ai dit non, je t'associe pas dans le projet, en fait. Pourquoi? Il me dit, parce que t'arrives, tu me poses que des problèmes. Tu me dis, il faut 500 000 balles pour lancer le projet. Ben non, voilà, il y a 100 000 balles sur la table, débrouille-toi avec 100 000. Trouve-moi des solutions avec 100 000. Il n'y a pas de 100 000, il y a 100 000. C'est déjà pas mal. Débrouille-toi, arrête de faire l'enfant gâté. Tu es en train de jouer le fils à papa. Il me faut 500 000 pour lancer ça. Fais avec 100 000. Alors maintenant, est-ce que tu peux me parler d'un échec que tu as vécu? Un échec flagrant, mais un échec qui a façonné ta carrière, qui a changé ta carrière, Bien sûr. Changé ta vision des choses. Il m'a fait mal. Et qui t'a fait mal, évidemment, parce que c'est ça qu'on aime. Allez, Marketplace, Business Marketplace, je suis dedans depuis 2008. Il y a 2 mecs qui arrivent en 2013 et qui nous explosent, mais ils nous laminent. Ils lèvent 1 million, puis ils lèvent aujourd'hui, je crois que la dernière levée, c'est 555 millions d'euros. Tu vas pour Miracle. Tu te dis putain, on aurait pu être dans le game quand même. Tu vois, est-ce qu'on l'aurait aussi bien fait? Et puis tu prends des leçons. Ok, qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce qu'on n'a pas été bon? Bah tiens, peut-être qu'on n'a pas essayé, et peut-être qu'on n'a pas été assez fort sur la levée. Peut-être qu'on s'est pas entouré des bonnes personnes. Peut-être qu'on a voulu trop bricoler au lieu de prendre les meilleurs, d'aller lever l'argent, de mettre les meilleurs pour aller attaquer les meilleurs, tu vois. Ok, tu remets tout ça en perspective. C'est pas un échec parce que c'est une leçon. C'est une leçon qui nous permet de grandir, qui nous a permis effectivement de pousser C17 à un niveau sympa. Mais tu prends ça et puis c'est gravé. Je ne referai pas 2 fois la même, je ne vais pas me refaire. De toute façon, moi je trouve que les meilleures leçons sont issues des échecs. Ah mais oui. Après, c'est trop facile je trouve que c'est très difficile de tirer des leçons des succès. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est difficile. T'es là, t'as réussi, bon bah t'es content. T'as échoué,
putain, là tu te remets vraiment en question. Non. Enfin, il faut avoir cette capacité. Ouais, et tu vois, que- j'avais lu à ce moment-là, quelques temps après, une interview du patron de Tech2, qui est donc une boîte qui pèse 15 milliards, qui pesait 15 milliards il y a quelques années, et il disait, je faisais ma levée de fonds, et il avait fait plein de rendez-vous, tout le monde lui disait non, il a dit, bon, à 50 j'arrête, il a vu qu'il avait genre 54 rendez-vous, il a dit, bon, j'arrêterai à 60, il a eu son premier $1 million au 58e rendez-vous. Lâche rien. Voilà. Faut rien lâcher. Donc, Et puis il faut apprendre. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, En fait, on est des machine learning. c'est ça. J'apprends de mon pitch, j'apprends, je monte, etc. Est-ce que tu fais souvent des erreurs? Plein, heureusement. Heureusement. Mais je crois qu'il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Oui, ça c'est sûr. Alors, on en fait de moins en moins. On en fait les différentes. Par contre, ce que je m'interdis, c'est de refaire 2 fois la même erreur. Ouais, d'accord. Pas 2 fois la même. Pas deux fois la même. T'as le droit de faire plein d'erreurs, mais pas 2 fois la même. Ici, ils ça. font 2 fois la même dans les équipes quand les mecs C'est font que 2 t'as fois pas la même appris. erreur. C'est que t'as pas Ah, je appris. les fume. C'est que t'as pas Je les appris. fume. C'est pas grave, t'as le droit de faire des conneries. La Effectivement. dernière grosse erreur. Il faut réfléchir là. Pourquoi il y en a tellement? Ouais. Non, je cherche la dernière et puis surtout qui va parler aux gens. C'est d'avoir voulu intégrer quelqu'un dans mon équipe avant de l'avoir assez testé. Et donc du coup, j'ai dû revenir sur quelque chose qu'on avait dit parce que lui n'avait pas tenu ses promesses. Donc j'ai dit, écoute, moi, ma promesse ne tient pas parce que la tienne ne tient pas. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je pousse la personne, je vois ce qu'elle a dans le ventre, je vois si elle tient vraiment ses promesses et après, je fais une proposition. D'accord, donc tu as fait la proposition avant, Trop tôt. trop tôt. En fait, voilà, j'ai cru ce qu'il m'a dit, je l'ai écouté. Bon, je ne ferai plus. Tu ferais plus. Non. Ok. Quelle expérience dans laquelle t'es le plus fier? Vraiment, l'expérience qui te rend le plus fier. Alors ça peut être côté associatif, ça peut être côté business, ça peut être côté perso. Enfin, Alors, il y en a 2. Il y en a une côté business, parce que dans les formations qu'on fait sur la blockchain, il y avait un vrai côté mindset. Et du coup, les gens, vraiment avec un rythme, tu commences à 7h du match, tu finis à 22h. Puis il y a un petit truc que j'aime bien faire, c'est que le dernier cours est le vendredi, et que les jeudis, je sors tout le monde. Et je sors, et puis on s'envoie quoi. Ça va jusqu'à 4h du mat, j'envoie des shots, les tournées, les machins. Et je dis maintenant, les vrais seront là demain à 8h30 à l'heure. Et en fait, les gens, tu leur montres que ça n'existe pas, j'ai pas assez dormi, je suis trop fatigué, on a bossé trop dur. En fait, c'est là que ça se passe. C'est une question de mindset. ouais, le mindset. Et tu les vois le lendemain matin, et il y en a une qui m'a écrit un mot en me disant, écoute, elle avait une épreuve, elle a perdu son frère, et elle m'a dit, écoute, tu as changé ma perception des choses, ma perception de la vie, et donc aujourd'hui je vais viser beaucoup plus haut, on va se voir en haut de la montagne. Aujourd'hui, il s'avère qu'elle a été dans une école qui était sympa, mais pas ouf. Elle a fait une des plus grandes écoles dans le digital, et qu'elle s'est lancée, qu'elle a un poste de malade, etc. Elle vient de finir ses études, elle a un poste de malade, et en fait elle m'a dit, mais voilà, si j'avais pas eu ce moment-là, j'aurais pas été ça à l'arrivée. Donc ça, c'est une de mes fiertés pro. Et perso, c'est quand effectivement je me suis attaché à une cause qui était une injustice et que j'ai pas lâché pendant 4 ans et demi. Donc là, tu parles de la manif de manif pour Sarah Halimi, gros événement, manifestation énorme au Trocadéro, exceptionnel. Ouais. Parce que là, il y avait combien de personnes? 30 000 et 14 événements partout dans le monde le même jour en parallèle, organisés avec tout le même message. À chaque fois, des responsables de partout. Les manifs qui avaient 250 personnes à 10 000 personnes, donc il y a quand même eu des choses massives. Et c'est d'avoir monté une équipe. En fait, j'ai dû monter une équipe de 50 personnes en 10 jours. Et c'est là où tu disais, je filais la patate chaude aux gens. Tiens, toi, Cyril, tu vas être responsable international. Toi, Julie, tu vas être responsable de tout le print et les messages. Voilà les messages. Tu diriges les artistes, tu diriges le print. Tu es chargé de faire ça. Et du coup, le truc est monté à toute allure. Et quand tu as des gens de confiance... Il est vraiment monté à toute allure. Ah non, mais quoi, il n'y avait pas de le choix. dingue. Il n'y avait pas le choix. Et puis de réunir des politiques, des personnalités, tout le monde sur un même stage, des religieux, et d'organiser tout le stage. Donc là, pareil, tu vois, j'ai jamais organisé un truc pour 30 000 personnes. On y a été. Puis tu ne te laisses pas le choix. Il y a une deadline, il y a un objectif et on y va. Et puis de s'entourer des bonnes personnes. Et j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes extrêmement talentueuses, un Gilles, un Franck Tapiro, une Julie, et chacun, tu leur donnes des responsabilités, chacun apporte son truc. Et après, par contre, à un moment, il faut savoir frapper du poing sur la table, parce que quand tu es dans des milieux associatifs où tu as que des gens qui pèsent, à un moment, tout le monde veut être calife à la place du calife. Je leur dis, attendez les gars, je vous arrête tous. C'est moi qui décide. Je vous adore, j'ai besoin de vous, je ne peux pas le faire sans vous. Mais par contre, le mot final, c'est moi qui l'ai, je donne la direction et puis vous me suivez là-dedans. Sinon c'est le boxon. Voilà. Et si je reviens sur la première
expérience. Tu disais, les vrais, ils seront là à 8h30. Les faux, qu'est-ce qui leur arrive? Ah bah c'est là où tu vois ceux qui vont faire partie de ton équipe. Dans le monde de Jonathan Vert, non mais je comprends pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Je comprends pas. J'ai compris un truc. Dans certaines boîtes, que les salariés sont pas là forcément pour faire avancer la boîte, sont aussi beaucoup là pour protéger leur poste. Ah ouais. Et là, du coup, les mecs, on prend pas trop de risques. C'est là où tu réveilles les intrapreneurs. Mais tes intrapreneurs, oui, c'est ça, ouais. Mais tes intrapreneurs, bah voilà, il faut les laisser faire des conneries. C'est là où tu les détectes. Et puis, il faut pas être déchiré quand ils font des conneries, parce que toi-même, t'en fais. C'est Napoléon Hill qui en parle, et il te raconte l'histoire d'un trader qui était donc dans sa boîte, et puis le mec est connu, qui bosse super bien, etc. Et à un moment, le type a un portefeuille de 10 millions, bah, il se plante, et le portefeuille, il le fait tomber à 4 millions. Bon, normalement, tu arrives avec ton lance-flamme, le mec, tu jettes de l'essence dessus, et puis tu dis, lui, c'est bon, on va le sacrifier, tu vois. Et son manager est arrivé et lui a dit, écoute, bravo, tu as réussi à sauver 4 millions. Ah ouais, ça c'est une philosophie, ça. Voilà, et ben le type, il a surperformé. Après, tu lui donnes des ailes. Il y avait une histoire comme ça aussi. Alors, c'est avec un enfant qui se fait jeter de son école parce qu'il fait que des conneries, etc. Et ils vont voir un type connu à leur habit pour le coup, à New York, et il lui demande, le parent arrive, on est dépité, il pose la question à l'enfant, il dit qu'est-ce qui va pas? Et il dit qu'est-ce que tu fais qui va pas? Et ouais, je me retourne en classe, je parle à mes copains, je fais des bêtises, nanana. Il raconte tout ce qu'il fait. Il regarde le gosse, il regarde les parents, il dit cet enfant est honnête. Quels sont les grands boss, les grands patrons qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Et quelles sont les habitudes que tu essayes de pratiquer, leur routine? Qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'en ai lu pas mal. Il y a le livre déjà du patron de Nike, Phil Knight. Il est magnifique celui-là. Voilà, c'était surtout qu'il aurait pu fermer 50 fois. Il est parti vraiment, lui, de zéro, de rien du tout. Ouais. Et puis tu te dis, en fait, il aurait pu fermer et abandonner 50 fois et retourner à sa vie de comptable, quoi. Et le type était censé être comptable ou expert comptable, je ne sais pas quel équivalent aux États-Unis. Et puis en fait, d'ailleurs, il a été comptable pour payer ses Onitsuka Tiger qu'il a importé. Donc tu te dis, il a dû être comptable pour mettre de l'argent dans sa boîte, quoi. Donc tu te dis, en France on est bien loti avec la BPI, avec tous les financements, etc. Après, tu t'es dit le côté mindset qui est important, donc je sais pas, tu vois, je t'ai dit Tony Robbins, pour moi le mec, c'est juste le fait d'allumer une flamme, une salle de 10 000 personnes. Et lui aussi, à la base, c'est un type qui était, je sais pas si vous voyez le type, mais c'est une armoire à glace. C'est un type qui était avec une mère qui a fait beaucoup de galères, qui avait très peu de moyens. Lui était obèse. Et à un moment, il était dos au mur avec rien en poche. Et puis il s'est dit, bon allez, j'arrête, je m'en sors. Le type est devenu aujourd'hui un leader. Le côté business, je ne sais pas ce qui est vrai. Des fois, on t'embellit un peu le truc. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il te... En tout cas, il y a un mindset, quoi. Ouais, et puis il a un vrai l'inspiration, quoi. Ouais. Pour envoyer ce qu'il envoie aux gens, ça ne peut pas être fake. En France, on a plein de mecs qui veulent se la jouer, Tony Robbins. Mais tu sens que c'est des ballons de baudruche. La patate qui te balance, tu sens que tout est fake. Ça se voit aux expressions, à la posture, au machin. Je le détecte. Moi, c'est terrible, quelqu'un de faux. Ouais. Je peux pas, quelqu'un qui est faux. Un mot, un regard, un mot, tu sens le mec. Je sais pas, il bouge, quoi. C'est bon, tout est fake. Donc je veux pas citer personne parce que je veux pas me faire d'ennemis. Mais en fait, j'aime pas les ballons de baudruche. Pour moi, il faut être vrai, il faut être solide à l'intérieur. Et voilà, quoi. Fais pas semblant. Donc c'est les mecs solides. Voilà, un Phil Knight, Grant Cardone. Alors il me fait marrer aussi, c'est très ricain. Avec ces trucs, Massive Action, machin. Bon, moi, c'est des mecs qui sont vrais. Un Gary Vee. Tu connais Gary Vee? Non, je connais pas. Gary Vaynerchuk. Gary V-E-E. Le mec aussi, c'est un mec, c'est un Russe qui est arrivé aux États-Unis avec $0. Et le mec, à la fin, quoi, il a monté son truc VaynerMedia, il a démultiplié son père avait une boutique de liqueurs et de spiritueux. Au début d'Internet, il a mis en e-commerce, il a démultiplié la valeur du truc. Il a fait, je sais pas, $90 millions avec ses NFT. Le mec est un homme d'affaires surpuissant. Et puis il te dit, en fait, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est le mindset, c'est tu lâches pas l'affaire, c'est tu fais pas ton précieux, c'est tu mets tes mains dans la boue. Tu es aussi un des dirigeants de General Electric. Je te dis, les gars, soyez pas des dirigeants tu vois d'en haut, quoi, allez mettre les mains dans le cambouis et descendez voir vos équipes en bas et allez voir leurs galères en bas. Ce qui se passe en bas, c'est important. C'est comme ça que vous allez bientôt remonter. Ça, c'est une vraie leçon, ça. Tu vois, et d'ailleurs, j'adore cette émission, là, Patron Incognito. Je peux regarder.
Tu sais, c'est le patron qui se déguise. C'est sur M6, je crois. C'est le patron qui se déguise en une sorte de stagiaire ou débutant. Tu vois, souvent, il se déguise un peu en mec, un peu pas sûr de lui, tu vois. Hein. Ouais. Et donc, personne ne le détecte parce que c'est super bien fait. Et il arrive et il rentre comme stagiaire ou comme débutant dans sa propre entreprise. Donc, il est géré par des managers que lui a placés là. Donc, et tu te rends compte que souvent, déjà, il connaît personne, tu vois, qui découvre des talents ou des dysfonctionnements. Ouais. Et cette émission, elle est géniale. C'est fabuleux. Elle est magnifique, cette émission. Parce que, surtout quand tu vois que le patron dit « Putain, mais je savais même pas que j'avais des gens extraordinaires comme ça dans ma boîte. » Faut descendre. Et les Faut mecs, ils ont descendre des les promotions après de ouf, après l'émission. Parce que, justement, le mec, il dit « Attends, mais j'ai des perles. » Ça me fait pas à ce niveau-là. Quand on a été donc racheté par Kérus, tu sais, j'ai un côté un peu agitateur. Je me suis dit, on va foutre un peu le bazar. Et j'ai commencé à créer des apéros. On a fait des apéros, on a commencé, on était 10, on était 20. Et juste, c'est-à-dire le soir où ils annonçaient un reconfinement, pas un reconfinement, une espèce de reconfinement partiel, machin. On avait fait un apéro, on était 150. Ah ouais. Mais quoi, avec un bazar, mais pas possible. Les bouteilles, les shots, les mecs qui sont envoyés jusqu'à 2 ou 3 heures du mat'. Mais c'était extraordinaire. Et le boss est venu. Donc Eric Cohen, le boss est venu. Et pour moi, tu vois, c'est important de descendre dans les étages, d'aller voir tes gars, de te mettre une mine avec eux, etc. Bien sûr. Et les équipes adorent parce que même si tu vois, c'est une mine avec le boss. Et pour eux, ça les attache, ils sont contents. Ils arrivent le lendemain au bureau, ils ont une banane jusque-là. Évidemment. C'est hyper important. Évidemment. Quelle est ta pire crainte en tant qu'entrepreneur, en tant que patron? C'est quoi ta pire crainte? De plus avoir d'idées. De plus avoir d'idées depuis je sais pas quoi lancer. Je sais pas quoi lancer. Plus d'inspiration. C'est quoi, t'es en panne? Plus de mojo. Plus de mojo. Bon, là, j'étais aux US, je suis revenu avec à New York. Là, je suis revenu Ah ouais, t'es revenu avec un. Je dis à ma femme, Laurine, faut que tu te lances là-dedans. Laurine, en plus, ma femme, tu vois, en cuisine, c'est une tueuse. C'est un miracle que je passe pas 20 kilos de plus. Donc, non, il y a toujours des choses à faire, mais c'est peut-être de me résigner à plus lancer des projets. Ouais. De rentrer dans une zone de confort. De rentrer dans une zone de confort, t'es là, et puis je trouve un boulot tranquille chez quelqu'un, Enfin, et d'être un planqué. Tu vois, de faire un planqué. Je te vois pas là-dedans. Hein. Je pense que j'aurais du mal. Je pense que je tiendrai pas longtemps. Ok, en termes de recrutement, ouais. Donc là, tu as un nouveau projet. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu travailles avec des freelances sûrement ou des freelances, puis des associés. Des associés. Aujourd'hui, c'est quoi ton objectif en recrutement pour vraiment booster le projet? Alors, il y a ma core team, mon équipe vraiment à la tête, avec qui on prend les décisions, on construit le projet, etc. Ça, je t'ai dit, c'est des warriors. Dans les équipes aussi, il me faut beaucoup de profils différents. C'est-à-dire qu'il y a du marketing, il y a du tech, il y a de la token economy, il y a du copywriting, il y a du design. Donc il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est avoir des gens qui sont d'abord passionnés par le projet. Tu vois, que vraiment le projet les anime. Ça leur parle, ils ne sont pas juste là pour ok, c'est bien, ma prestation coûte 40K, merci, salut. Qui me dit ok, le projet me passionne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ton poste, que tu sois dev, alors moi j'y connais rien, je suis fasciné par le fait que tu parles comme ça des NFT. D'ailleurs, on a sponsorisé une émission sur BFM, le groupe Open Sourcing, sur le Web 3.0. Donc c'est top. Génial. Mais je t'avoue que avec la journaliste, on a bossé et c'était dur. Parce que je kiffais le truc. C'est un langage. Mais oui. Mais c'est un langage, tu as des mots, puis en plus, si tu veux, tu as la connaissance des termes de base, et puis tu as des mots qui viennent par-dessus, dont tu connais même pas l'origine. Donc, par exemple, ce projet, il est doxé. Ah ouais, d'accord. Doxé. Bah, okay. Après, tu comprends qu'un projet qui est doxé, c'est-à-dire que tu connais le fondateur, que tu as un visage clair, c'est pas un mec qui t'a mis un avatar avec un pseudo. Ah ouais, d'accord. Donc il y a un vocabulaire. Du mot D'où vient, mais quoi, un rug pull, c'est quoi un rug pull? Un rug, c'est un mec qui a pris l'oseille, qui s'est barré. Mais tu vois, non, t'entends, tu prends, tu googlises. Et après, j'aime bien trouver l'origine, moi, tu vois. Donc ça veut dire que peu importe le profil, le mec qui fait du marketing, le mec qui fait du dev, il doit aimer l'automobile ou pas? Non.
Ah. Non, il doit aimer le projet. Le Il doit projet. pas être passionné par l'univers, il doit être passionné par le projet. C'est-à-dire que le projet doit lui parler. Tu vois, donc je laisse vraiment réfléchir. Moi, je pitch le projet, je leur explique tout le truc. Et je vois tout de suite l'engouement de la personne ou pas. S'il me dit, tu vois, il faut que tu sentes la petite flamme dans les yeux. Tu vois, C'est clair. Ok. qu'il a envie d'y être à 200%. Et c'est là où tu vas avancer. J'aimerais bien avoir ton avis sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'est la folie. Ah oui. Si tu devais justement donner des conseils aux candidats, qu'est-ce que tu dirais? Aller dans des entreprises dont les valeurs vous parlent, dont la mission vous parle, et surtout un environnement avec qui vous êtes bien, c'est des gens que vous avez côtoyés 7-8 heures par jour. Donc vraiment, il faut que vous entendiez avec l'équipe, il faut qu'il y ait une espèce d'osmose et d'énergie, parce que si vous avez tous les matins en culon, parce que la boîte ne vous parle pas ou parce que vous n'entendez pas avec les managers, en fait, ça va peser sur votre vie perso, ça va vous flinguer. Donc vraiment l'action pour moi sur les gens avec qui vous travaillez, les valeurs de l'entreprise, c'est capital. Et après le salaire, ça se négocie, ça se discute. Faut pas être prisonnier de son salaire, quoi. Non, Faut pas être esclave de son salaire. Surtout d'aller au boulot avec le lundi matin avec la pêche, avec l'envie, je pense que ça vaut beaucoup d'argent. Et à partir du moment où si à l'inverse ça te pèse, je pense que ta vie perso et toi-même tu vas t'éteindre petit à petit, et donc je pense que ça vaut beaucoup plus que les quelques chiffres en plus sur ton salaire. Ok. Parlons maintenant de réseau professionnel. Ah ah, Le réseau. ouais, Important le réseau. capital. Alors vas-y. Tu fais souvent appel à ton réseau? Eh ben écoute, jusqu'à ce projet, non. Parce que en SS2I, j'ai pas fait beaucoup appel à mon réseau. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai l'impression de prendre quelqu'un, puis de le refiler à un autre et de faire un markup dessus. Je me dis, bon, ok, je vais faire une marche sur le dos d'un copain, quoi. Donc non. Là, pour ce projet Iconix, ouais, en plus on est en train de commencer d'amorcer une levée de fonds. Et donc on ouvre la porte à quelques personnes. Et là, je le sollicite, mais en disant, les gars, mon but c'est de vous faire x100. Mais un vrai x100, donc tu mets 50 000, tu devrais être bien dans 5-6 ans. Tu vois, donc je fais appel à mon réseau parce que je sais que ce truc-là, ils vont s'éclater dedans et qu'ils vont démultiplier la valeur. Et c'est aussi pour les compétences, quand je cherche des compétences, parce que tu connais pas un tel. Et du coup, quand tu as un bon, en général, les bons se connaissent entre eux. Tu vois, je cherchais un développeur, on m'a recommandé un petit jeune, mais qui est une brute. Et puis le mec, il n'a pas dormi pour ça. Il n'a pas compté ses heures, il m'a dit c'est tant. Il m'a dit voilà, le budget, c'est un forfait. Puis je sais qu'il a bossé comme un malade pour délivrer un truc de qualité. Je lui ai dit, ok, tu connais quelqu'un qui peut m'aider sur cet autre sujet de token économie, j'aimerais challenger ce qu'on a fait. Il m'a recommandé un autre mec. Le mec, c'est une brute. Tu vois, et en fait, ils se connaissent aussi entre eux, les bons se connaissent entre eux. Et à l'inverse, les pas bons, les caves, mais ils se connaissent entre eux aussi, tu vois, t'as une espèce de groupe des caves. Et là, tu sais, tous les développeurs pipeaux, tu vois. Je te dis, moi, je suis excellent. Tu les connais, les développeurs pipeaux qui te racontent tout. Et puis finalement, quand tu les mets face à un truc, le client, il te le renvoie dans la tronche 3 semaines après. Ou 3 mois après. Comment tu le développes ton réseau? Il faut sortir. Faut se balader à Boulogne. Faut se balader. Ça peut paraître suspect. Pas dans le bois, pas le soir. Non, mais il faut sortir, il faut aller à toutes les confs. Et puis parler à tout le monde, engager les gars, je sais pas, t'as une table, engager les discussions avec plein de gens. Puis ça va se faire tout seul en fait. Un tel, puis il va se présenter un matière, j'ai un tel, et ça va tout seul. Aller dans des conférences un peu spécialisées. J'ai été à 2 trucs NFT. Puis je repars avec 50 numéros de téléphone. Bon, ça c'est le physique. Le digital, tu le travailles ou pas? Ouais, parce que bon, si, oui, si, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu vois ce que font les gens. Salut, c'est super cool, machin. Et puis du coup, tu vois, c'est comme ça que j'ai connu un designer de malade. Le type a bossé sur des projets de fou, comme sur des films. Il a designé les véhicules pour Tron, il a designé les véhicules pour la Batmobile. Enfin, il a fait des trucs de malade. Le mec, je l'ai branché sur les réseaux sociaux. Donc tu prends, puis en plus, tu as des petits outils. Je vous donne un truc comme Casper qui te permet d'avoir le numéro du type. Trouver le numéro de téléphone. Tu prends Casper, tu lui envoies un mail, un numéro de téléphone, etc. Bien sûr. Donc, évidemment, tu finis par l'avoir. Super, ok. Pour moi, c'est très important. En tout cas, mon côté, ma vision de l'entrepreneuriat, elle ne peut pas se faire sans réseau. Pour moi, elle ne peut pas se faire. Parce que même si tu as la volonté, même si tu as envie, etc., le réseau, il te fait gagner du temps. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Parlons maintenant de tes centres d'intérêt, parce qu'ils sont nombreux, extra-professionnels. Alors, il y a eu les sports de combat, ouais. Il y a toujours. Il y a eu le surf,
c'est pas longtemps, ça fait 5 ans. Comment ça a commencé le surf? On est à Arcachon. Ma femme a la brillante idée de dire attends, on est à Arcachon, il y a des cours de surf, on va prendre un cours de surf pour les gosses. On les accompagne, c'est le dernier jour. Les enfants essayent, on regarde. Moi, je pense que ça a l'air super cool. Ma femme se dit la même chose, elle me dit tu veux qu'on essaye? Je pensais la même chose. On s'est incrusté au cours de surf des gosses. On a adoré. Du coup, je me suis dit je vais rentrer à Paris, je peux pas faire de surf. Je me suis acheté un longboard. Du coup, je me suis mis au snowboard. Donc j'adore. J'ai commencé le snowboard à 36 piges. Donc laisse-moi dire que je faisais des cours avec des gosses qui avaient 10 ans et qui bouffaient leur crotte de nez. Tu vois, c'était mes potes pendant le cours de trucs. Après, je me suis payé un stage de downhill, donc descente de col de montagne en longboard. J'ai vu les vidéos. Non mais quoi, avec des mecs qui ont 16 ans qui bombardent. Moi j'étais là, machin, genre j'étais le daron. Mais j'étais à table avec eux. C'est-à-dire que j'étais le plus vieux, j'étais le daron. J'étais le plus même que les animateurs, que le mec qui avait fait le truc. Du coup, c'était très drôle. Je me tapais des barres avec des mecs de 13 ans, ce qui est très sympa. On a recommencé le surf. Alors du coup, maintenant, en snowboard, ça va un peu mieux. En surf, j'arrive à prendre des vagues tout droit, à prendre un léger virage, mais bon. Ah, c'est long, hein. C'est long, mais c'est tellement bon, la sensation est tellement bonne. En snowboard, c'est tellement le rêve quand tu arrives à planter, à carver, à enchaîner tes trucs. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est un d'entre eux. Les sports de combat, parce que je trouve que quand t'en fais avec les bonnes personnes, bah, là aussi, finalement, c'est ton esprit de guerrier, quoi. Tu lâches pas. Tu lâches pas. C'est sur le ring, tu tombes sur le mec qui te matraque. Sortir tes tripes, bah, c'est ça, t'es là, et puis tu ramasses. Mais en plus, j'aime bien le truc, c'est le mec qui te frappe, tu ramasses. Je dis, mais frappe, et puis moi, t'exposes, et tu le rentres. C'est génial. Il y a ça, et puis aussi, dans cet état d'esprit-là, j'ai connu un truc là, à Paris qui s'appelle Orange Theory, où c'est du crossfit, mais avec un capteur cardiaque, où le mec, il te lamine, tu as 800-900 calories. Il te met dans le rouge. Non, mais quoi? C'est génial, c'est à faire. Excellent. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte justement tout ça? Parce qu'il faut toujours faire le lien avec notre côté entrepreneur. Ouais. Tout ce sport, toute cette... je sais pas, on a l'impression que c'est une sorte d'échappatoire ou de sas de décompression, tu vois. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, le côté crossfit, le sport de combat, c'est la combativité. Tu lâches pas le morceau. Et par contre, le côté surf, et ce que j'adore dans le surf, alors, je fais le livre que j'ai quasiment écrit, donc Iconic, je ne le sors pas parce que Iconic, pour moi, ça va être le chapitre qui va venir le conclure. C'est que quand tu surfes, tu vas vers la vague, tu vas te ramasser, mais il faut quand même revenir. Tu vas boire la tasse, mais il faut quand même revenir. Tu vas prendre des mauvaises vagues, mais il faut quand même réessayer. Et puis que la vague, c'est pas toi qui la maîtrise. En fait, il y a une vague et tu dois composer avec ce qui arrive. Tu dois la gérer. En fait, tu dois composer avec ce qui arrive. Donc c'est ce côté, je ne maîtrise pas la nature, je ne maîtrise pas le marché et je dois jouer avec ce qui arrive. Et donc tu composes. Et c'est ce que j'aime. Donc c'est ces deux choses. Et le surf aussi, il y a un truc qui est génial, c'est que quand tu rentres dans l'eau, je trouve que l'eau a un côté apaisant qu'on peut retrouver en natation. Ou quand tu nages, tu vois, tu as ce côté un peu, toutes les tensions, etc. qui arrivent. Et puis à un moment, t'arrives, tu t'es détendu. Et du coup, toutes les solutions arrivent à ce moment-là. Derrière les solutions, je rentrais souvent cet été avec des galères en tête. Puis dans l'eau, puis moi j'étais là avec ma board en train d'attendre la vague. Et puis, tu avais toutes les idées qui venaient. Tu parles avec toi-même. Ouais, tu te fais des réunions avec toi-même. Exactement. Ok. Au niveau qualité soft skills, donne-moi 3 qualités que tu as, ou des soft skills, comme tu veux, qui te caractérisent le plus, le mieux. Sociable. Le vrai, j'ai une vraie empathie, un vrai amour de mon prochain. Et la combativité. Ouais, écoute, hein, je pense que ça te définit bien. Mais attention, quand je dis l'empathie, par contre, il ne faut pas me chier dans les bottes. Parce qu'après, tu vois le côté, la combativité qui ressort. Et ça, de toute façon, chaque qualité ou chaque soft skills, elle a son. Ah non, mais quand les types se foutent de toi, quand ils te prennent pour un con, enfin, faut être vrai. En fait, ça sert à rien de bullshiter. C'est vrai. Faut juste être vrai. De toute façon, tous voir. Hein. Ouais, exactement. Et tes points faibles? Qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas là, que tu aimerais bien avoir, que tu n'arrives pas à avoir? Ah non, mais je ne cherche même plus à l'avoir. C'est moi le côté finance et gestion. Je déteste ça. Ah ouais. La paperasse, tous ces trucs-là, mais je prends quelqu'un. C'est un peu l'impatience que. Ah non, mais quoi, je suis incapable. Tu as quoi, tu vois, c'est ça. Je vais pas passer 4 heures à faire des papiers. Ok, c'est un truc, c'est une tâche bête. Pas bête, mais je perds du temps. Donc non, j'ai une assistante, je file tout.
Elle a beaucoup d'empathie pour supporter tout ce que je lui refile. Mais voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui soit extrêmement structuré sur le côté papier, sur le côté administratif, etc. Ça, c'est une catastrophe. Et j'ai essayé 10 fois. Ça tient très peu de temps. Donc je sais que je mets quelqu'un à cette place-là qui gère ce poste-là pour moi. T'es organisé? Je suis très structuré. Structuré. Je sais que tout est construit par étapes. Je sais où je veux aller. J'ai mes deadlines qui sont posées, etc. Ça, je suis très structuré. Même dans mes notes, dans les machins, je regroupe tout, etc. Ok. On a bientôt fini. Ouais. Ou pas, c'était sympa. Attends, il y a encore des questions. Maintenant, on va parler un petit peu sur le plan personnel. Ouais. T'es qui en tant qu'homme, en tant que père, en tant que copain t'es qui? J'essaie d'être un bon mari. J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui me suit dans tous mes projets. Et j'essaie d'être un bon mari simplement en l'encourageant et en lui disant des choses gentilles chaque jour, mais pas parce qu'il faut dire des choses gentilles, mais parce qu'elle les mérite. Donc j'essaie juste, comme j'ai une femme qui est très humble, et ben j'essaie juste de la mettre à la place où elle doit être. En tant que père, j'essaie d'être un bon père, d'être complice avec mes gosses, d'être leur pote. Le problème, c'est que quand tu es un père, tu dois leur faire leurs devoirs, tu dois leur mettre un minimum de rigueur, et je trouve que des fois, je les déchire, tu vois, je les allume, et c'est pour ça que je me fais des vacances avec eux, je pars 4-5 jours avec eux, mais en tête à tête, c'est-à-dire eux et moi. C'est ce que tu m'as raconté tout à l'heure. Ouais. Et là, je reviens de New York avec ma fille, on a passé 4 jours, mais ça devient ton meilleur pote, et tu te fais des barres, et tu fais des conneries du coup avec eux, il est 19h, on va bouffer, viens, on va bouffer des glaces, on s'en fout. Donc tu bouffes des glaces, tu fais des trucs, tu fais les choses dans n'importe quelle heure, tu te marres avec eux, tu fais des blagues. Et du coup, je crée la relation que j'aimerais avoir au quotidien avec eux, mais entre le boulot, l'école, machin, tu n'y arrives pas. Donc je pense que j'essaie d'être un bon père. Et c'est une capsule. Voilà. C'est une capsule. Mais pour moi, le truc le plus important, c'est de les rendre exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ouais. Tu vois qu'ils aient une bonne image d'eux-mêmes, et qu'ils soient exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se tirent toujours vers le haut. Est-ce que c'est difficile Est-ce que tu arrives, toi, à trouver cet équilibre que tout le monde recherche entre vie pro, vie perso? Est-ce que tu estimes que tu le trouves? Est-ce qu'il y a des moments donnés où tu l'as pas du tout? Écoute, j'essaye. Déjà, il y a le Shabbat qui me permet d'avoir ce moment en famille. Et j'essaye de prendre ne serait-ce que très peu de temps, mais de qualité par jour, pour vivre un moment avec ma femme, avec les gosses. Tu vois, de dire, on va se réserver un resto en amoureux, on va se réserver un moment en tête-à-tête, ou avec les gosses, de se regarder un dessin animé qui kiffe. On va se regarder 2 épisodes ensemble. On va se regarder le truc de karaté, comment ça s'appelle? Karate Kid, hein? Ouais, voilà, tu vois ce truc-là, comment ça s'appelle? Cobra Kai. Cobra Kai, oui, c'est la suite de Cobra Kai. C'est la suite de Karate Kid. Tu vois, de se regarder un épisode ou 2 épisodes de Mandalorian. Je sais pas le temps, on va regarder 1h30 une série, mais ça manque que tu passes. Et puis t'en parles du coup avec eux. Bien sûr, et voilà, après les gosses, le problème qu'il y a, c'est que tu leur donnes ça, ils te bouffent ça, tu leur donnes ça, ils te bouffent ça. Donc à un moment, tu mets les hauts là, donc tu essaies de passer ce moment de qualité. On dit voilà, on a passé un moment ensemble. À regarder une série, c'est pas des moments de qualité, mais tu vois, à parler, à construire, à partager un jeu avec eux, à faire un jeu de société avec eux, dire voilà, on a eu ce petit moment. Et je sais que ça va leur rester en tête. Donc un petit moment de qualité. Et ça te fait du bien aussi. Ouais. Alors, maintenant, ton côté coach. Il y a plein de gens qui veulent se lancer, il y a plein de gens qui veulent créer leur boîte, il y a plein de gens qui veulent lancer des projets, qui veulent lever des fonds, enfin peu importe. Qu'est-ce que tu partages comme conseil? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Vas-y, 3-4 conseils que tu pourrais donner à un jeune ou à un moins jeune d'ailleurs qui veut se lancer. Ça va être dur. Et conscience. Ça va être le bordel. Rien ne va se passer comme prévu. Vous allez avoir de vraies angoisses. Mais par contre, vous allez avoir un truc qui vous allume tous les matins, qui vous passionne. Et vous allez grandir. Et en fait, c'est ça le truc. Tu sais, si on reprend le parallèle avec les vagues et le surf, tu vas avoir des projets qui te mènent nulle part, tu vas avoir des sous-projets, des tâches qui te mènent nulle part, des gens qui te mènent nulle part, qui vont te faire perdre du temps. Tu vas avoir des belles opportunités que tu vas rater. C'est la grosse vague que tu n'arrives pas à surfer. Mais in fine, à chaque essai, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Et à un moment, la vague, tu vas la prendre. Tu vas la voir. Et tu vas la sentir là. Là, et quand tu as rien pour te l'enlever, et tout ce que tu sais que tu es sur la vague. Exactement. Et tout ce que tu as eu à côté, tu seras heureux de l'avoir vécu parce que tu ne serais pas celui que tu étais et que tu es sans avoir eu toutes ces galères. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'estimer heureux. Tu n'es jamais arrivé, quoi. Tu grandis tous les jours.
n'aie pas peur parce que tous ceux qui sont arrivés sont passés par toutes les étapes par lesquelles tu as passé. Et c'est normal que ce soit le bordel. Tout est normal. Ce qui est génial dans les Planet of Boss que je fais, bon, c'est le 3e, tu vois, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. C'est sûr. C'est que c'est souvent les mêmes conseils, tu vois, dans le schéma, mais c'est jamais dit de la même manière. Et c'est ça que je trouve génial. Parce que là, tu vois le côté personnalité de l'entrepreneur, quoi, tu vois. Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter au démarrage? Toujours le coach, là, mets ta casquette de coach. Faire confiance à un CV et pas à une personnalité. Le mec sort d'une grande école, tu dis bah, c'est génial, il sort d'une grande école, c'est lui qui me fait. Mais au niveau de la personnalité, ça colle pas. Ah non, c'est la personnalité qui doit coller. D'abord la personnalité, ouais. Après le CV. Ouais. Et il y a une expression anglaise qui dit hiring is guessing, firing is knowing. Et en fait, bon, okay, tu vas peut-être embaucher des gens, tu vas te planter, mais c'est pas grave, tu recommences jusqu'à que tu aies la bonne team. Et quand tu auras ta bonne team. En fait, tu apprends quand tu vires et tu essayes quand tu embauches. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu essayes quand tu embauches et puis c'est quand tu le dégages, c'est que tu sais. C'est que tu as appris. Mais c'est que tu as appris, c'est que tu as connu. Mais c'est pas grave. Et puis à un moment, tu vas construire ton équipe, tu vas construire l'équipe. En fait, il y a des gens avec la même quantité de boulot, tu peux aller sur la Lune et ça va se faire. Il va falloir y aller charbonner. Avec les gens, tu vas charbonner autant, mais tu vas galérer pour aller au coin de la rue. Ouais. En fait, il faut juste ton équipe pour aller sur la Lune. Alors, le futur. Icon X Motor. Ouais. C'est quoi le futur? C'est quoi les enjeux là? Écoute, à court terme, à court terme, c'est constituer une communauté. C'est lever des fonds. Alors vas-y, parle-nous de NFT là, tout ça, parce qu'on a besoin de comprendre. Ok. Tu joues à Gran Turismo? Ouais, je vois tu vois les gens qui jouent à Gran Turismo. Ouais. Imagine que tu joues, parce que quand tu joues, tu es en ligue contre des milliers de personnes, que tu peux arriver dans un championnat et que le gagnant peut gagner 500 000 $. Donc quand tu vas passer du temps sur du Gran Turismo, d'abord c'est parce qu'il y a une compétition derrière. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que tu vas avoir des sponsors. Tu vas trouver des sponsors. C'est que tu vas créer un écosystème, tu vas rentrer dans un écosystème. C'est un peu le e-sport, quoi. C'est complet, c'est du e-sport. C'est du e-sport. Mélangé à du métaverse. D'accord. Okay, c'est-à-dire qu'avec une token économie derrière, mais pas que. Parce que demain, tu as 20 millions de Gran Turismo qui sont vendus, tu as 20 millions de la Porsche GT3 qui va être à gagner. Là, non. Tu as l'idée de NFT, c'est-à-dire que tu as acheté ton NFT, tu collectes ton NFT. Ta voiture, c'est un NFT. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une. Il y en a X, il y en a une quantité finie. Ah ouais, il y a une quantité finie. Comme les vrais en fait. Pourquoi la Porsche 911 elle vaut une blinde? C'est parce qu'il y en a peu. D'accord, ok. Donc ce sera le même principe, c'est-à-dire la rareté va faire le prix, quoi, en gros. Ouais. Et évidemment, j'imagine les performances. Ouais. Voilà, ok, donc il y a sûrement différentes dimensions. Exactement. Ok. Et puis tu as derrière. Tu auras une crypto. Tu auras une token économie derrière, et puis tu as token économie, ça veut dire crypto-monnaie? Ouais, une crypto-monnaie, mais avec une économie. Il y en a qui. C'est une crypto-monnaie, mais qui a une utilité. C'est pas créer une crypto pour créer une crypto, c'est créer une crypto parce qu'il y a de l'échange de valeur entre les différents participants et que le fait de posséder cet argent te donne certains droits et certains droits de vote dans cet univers-là. D'accord. C'est-à-dire que aussi l'intérêt du Web3, hormis les cryptos, les NFT, c'est aussi que tu redonnes le pouvoir à tes utilisateurs et tu leur donnes le pouvoir à travers ce qu'on appelle les DAO, tu vois, les applications décentralisées, où eux vont pouvoir participer à la vie et émettre leur avis pour co-construire le projet avec toi. Fascinant. Écoute, merci. Merci à pour toi. Ce Planet of Boss. Franchement, c'était top. Merci beaucoup. On va retrouver ça la semaine prochaine, j'espère, sur YouTube. Et ouais, je pense qu'il y a de la matière là. Et rendez-vous pour le prochain Planet of Boss très vite. Merci beaucoup.